Personne ne croyait plus à ce tracteur forestier immobilisé depuis 10 ans, s'enfonçant dans la boue et causant des pertes millionnaires. 5 experts avaient tenté, dépensé une fortune et échoué. Lorsqu'une jeune mécanicienne apparut, offrant une solution, on lui rit au nez. « Ça, c'est de la ferraille », disait-il. Mais ce qu'elle proposa ensuite laissa tout le monde silencieux. Car si cela échouait, quelqu'un perdrait bien plus que de l'argent. Mon ami, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et commentez ci-dessous depuis quelle ville de France vous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Il y a des histoires qui commencent par le bruit d'un moteur et d'autres qui commencent par le silence d'un moteur qui refuse de fonctionner. Celle-ci, mes amis, commence par le silence le plus cher et le plus têtu que la région de Kourou ait jamais connu. À 250 km en amont de Cayenne, là où le fleuve porte encore cette couleur de thé fort venue d'en haut, se trouvait la scierie Sainte-Hélène. Ce n'était pas n'importe quelle scierie. C'était l'une des rares certifiées de la région, ne travaillant qu'avec du bois issu d'une gestion durable, ces énormes grumes d'acajou et de coumarou provenant des zones autorisées par l'Office national des forêts, ONF. Et là, au fond de la cour, couverte de sciures humides et de boue permanente, se tenait une présence que tous connaissaient, mais que personne n'aimait mentionner. Le Caterpillar 545C Skidder, un immense tracteur forestier jaune, fabriqué aux États-Unis pour traîner de gigantesques troncs à travers la forêt, comme s'il s'agissait de branches d'arbres de Noël. 360 chevaux de pur muscle mécanique, 6 roues avec des pneus plus hauts qu'une personne, une cabine renforcée, un treuil hydraulique capable de tirer 15 tonnes en montée, une machine qui avait coûté 350 000 € neuve en 2014 et qui était là, immobilisée, morte, couverte d'une bâche noire déchirée qui accumulait des flaques d'eau de pluie sur le capot, avec une pancarte en bois clouée sur la porte de la cabine disant simplement « Ne pas toucher, perte garantie ». 10 ans. 10 ans que ce géant jaune s'enfonçait lentement dans la boue, les roues à moitié enterrées, la peinture écaillée, la rouille rongeant les points de soudure, se transformant peu à peu en un monument à la frustration et à l'argent perdu. Tous ceux qui travaillaient à Sainte-Hélène connaissaient l'histoire. C'était presque une légende locale. Vous savez, le genre d'anecdote qu'on raconte aux novices quand ils arrivent en demandant pourquoi un tracteur valant près d'1 demi-million d'euros est abandonné là comme un bibelot. L'histoire, simple et douloureuse à la fois, le consortium de sieurs qui gérait la scierie avait acheté le Caterpillar plein d'espoir. C'était l'équipement le plus moderne disponible. Technologie américaine de pointe, moteur électronique C9, avec système d'injection Common Rail, transmission PowerShift à 6 vitesses avant, système hydraulique haute pression avec commande proportionnelle. Pendant les 8 premiers mois, ce fut une merveille. Le skidder pénétrait dans la forêt dense, engageait le câble d'acier dans une pile de grumes, de kumaru pesant plus de 3 voitures réunies et tirait tout cela comme si de rien n'était, traversant la boue, grimpant les pentes, passant par-dessus les souches et les racines, tel un monstre imparable. Mais alors, les problèmes ont commencé. D'abord, une étrange perte de puissance. Le moteur accélérait normalement à l'atelier, mais quand il entrait dans la forêt et prenait une charge lourde, il commençait à s'étouffer. Ensuite, vinrent les défaillances du système hydraulique. Le treuil ne répondait pas correctement. Les cylindres qui soulevaient la lame avant perdaient de la pression de manière inopinée. Puis le moteur se mit à s'arrêter seul, sans avertissement, sans code d'erreur sur le tableau de bord. Il s'éteignait simplement et refusait de démarrer pendant des heures. C'est là que commença le défilé des mécaniciens. Le premier était un spécialiste des moteurs diesel venu de Saint-Laurent-du-Maroni. Un homme expérimenté, plus de 30 ans de métier, travaillant sur des flottes de camions et d'engins lourds. Il diagnostiqua un problème de turbocompresseur. Il dit que le turbo laissait passer de l'huile dans le collecteur d'admission, ce qui entraînait une perte de puissance. Il remplaça le turbo complet, un Garrett original qui coûta 13 000 € avec le fret aérien depuis les États-Unis.
Le tracteur fonctionna bien pendant 5 semaines, puis recommença à s'étouffer. Le deuxième mécanicien vint de Maripasoula, spécialisé dans les transmissions Caterpillar. Il jura ses grands dieux que le problème venait de la power shift, que les embrayages hydrauliques étaient grillés et causaient une perte de traction. Il démonta toute la transmission, remplaça toutes les plaques de friction, les pistons, les joints d'étanchéité. Ils dépensèrent 22 000 €. Le skidder fonctionna bien pendant des mois, puis recommença à tomber en panne. Le troisième était un spécialiste en hydraulique venu directement de Lyon. Il dit que tout le système hydraulique était contaminé et que la pompe principale cavitait. Il remplaça la pompe, tous les filtres, nettoya le réservoir, installa de nouvelles valves, 27 000 €. Cela fonctionna 3 mois, puis les problèmes revinrent. Le quatrième fut un technicien agréé Caterpillar, venu de Rémire-Montjoly. Il connecta son ordinateur portable au système électronique du moteur, effectua des diagnostics complets et conclut que les injecteurs étaient usés au-delà des spécifications. Il installa un kit d'injection reconditionné importé, calibra tout selon les paramètres d'usine, 30 000 €. Le tracteur fonctionna merveilleusement bien pendant 4 mois entiers. Tous pensaient que le problème était enfin résolu, mais non. Il recommença à s'étouffer, à perdre de la puissance, à s'arrêter sans explication. Le cinquième mécanicien, après avoir examiné cet historique et passé 2 jours à examiner la machine, dit simplement « Vendez ça à la ferraille. Il y a quelque chose qui cloche avec ce tracteur. Ce n'est pas mécanique. Il est maudit. » Et c'est ce que les gens disaient, vous savez, que le skidder était maudit, que la forêt avait rejeté cette machine, que peut-être ils avaient coupé un arbre sacré et qu'ils en payaient maintenant le prix. Des discours de gens désespérés cherchant une explication à l'inexplicable. Le consortium abandonna. Ils achetèrent un autre tracteur, un modèle national plus simple, et laissèrent le Caterpillar là, comme un rappel de ce qu'il ne faut pas faire, croire que la technologie étrangère résout tout. C'était un après-midi d'avril 2024, sous la chaleur humide typique de la Guyane qui fait couler la sueur avant même de bouger, que Pierre Leclerc, le gérant de la scierie, était dans son bureau quand on frappa à la porte. C'était une jeune femme, une vingtaine d'années, les cheveux attachés en queue de cheval, vêtue d'un jean, de bottes en caoutchouc et d'un t-shirt usé de l'université de Guyane. Elle avait dans les yeux cette étincelle de celui qui a vu quelque chose d'intéressant et ne peut s'empêcher d'y penser. « Bonjour, je m'appelle Rebecca Dubois. Je suis ingénieure mécanique et je travaille comme consultante pour des équipements fonctionnant en environnement de forte humidité. On m'a parlé de votre tracteur, le Caterpillar, qui ne fonctionne pas. Puis-je y jeter un œil ? » Pierre faillit rire, non pas par méchanceté, mais par pure lassitude. Combien de fois avait-il déjà entendu cela? Combien de spécialistes, de techniciens, de chefs d'atelier étaient arrivés là, pleins de confiance, disant qu'ils allaient résoudre le problème. « Mademoiselle, dit-il avec un soupir fatigué, ce tracteur a déjà été vu par 5 mécaniciens différents. Nous avons dépensé plus de 100 000 € à essayer de le réparer. Ça ne vaut même plus la peine d'ouvrir le capot. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. » Rebecca sourit. Ce n'était pas un sourire d'arrogance, non. C'était le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ne savent pas encore. « Je connais toute l'histoire, monsieur Pierre. J'ai lu les rapports que vous avez publiés sur un forum de maintenance lourde, et c'est précisément pour cela que je suis venu. Parce qu'aucun de ces mécaniciens n'a compris ce que j'ai compris. Et qu'est-ce que ce serait? Que le problème n'est pas dans la machine. » Pierre fronça les sourcils. « Comment ça, il n'est pas dans la machine? La machine ne fonctionne pas. Le problème est évidemment en elle. » Rebecca secoua lentement la tête. « Le problème est d'attendre que cette machine fonctionne dans un endroit où elle n'aurait jamais dû être. » Et c'est ainsi, mes amis, que commença l'histoire de réparation la plus improbable que Kourou ait jamais vue. Pierre Leclerc n'était pas homme à refuser de l'aide à quiconque, même quand il pensait que c'était une perte de temps.
Alors il prit le trousseau de clés dans son tiroir, appela 2 opérateurs qui terminaient de leur service et emmena Rebecca au fond de la cour, où le Caterpillar 545C dormait son sommeil éternel sous la bâche déchirée. « Vous pouvez regarder à votre guise, » dit-il, déjà prêt à partir. « Mais je vous préviens, j'ai vu des gens bien plus expérimentés que vous abandonner cette machine. » Rebecca ne répondit pas. Elle marchait déjà autour du tracteur, observant tout avec cette attention que seul celui qui comprend vraiment la mécanique peut avoir. Ce n'était pas un coup d'œil superficiel, ce n'était pas le genre d'examen qui commence par les détails que tout le monde ignore. Elle s'accroupit près des roues arrière, passa la main sur la boue accumulée autour des pneus, sentit la texture entre ses doigts, puis monta sur le côté du châssis et commença à examiner les vérins hydrauliques qui contrôlaient la lame avant. Elle sortit une petite lampe de poche de son sac à dos et éclaira les connexions, les points de soudure, les raccords des tubes d'acier. Pierre resta là, immobile, observant avec ce mélange de curiosité et de scepticisme. Il avait déjà vu des mécaniciens examiner ce tracteur des dizaines de fois, mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de travailler. Elle ne cherchait pas ce qui était cassé. Elle cherchait quelque chose que personne n'avait cherché auparavant. Après environ 20 minutes à faire le tour du tracteur à l'extérieur, Rebecca demanda la clé de la cabine. Pierre la lui tendit, et elle monta les marches métalliques rouillées et ouvrit la porte. L'odeur qui en sortit était incomparable. Cette odeur de moisi, d'humidité piégée, de métal s'oxydant lentement dans un environnement clos. La cabine était recouverte d'une fine couche de lichen verdâtre dans les coins du pare-brise. Les sièges présentaient des taches sombres de moisissure et le tableau de bord était embué de l'intérieur, comme si quelqu'un y avait respiré et que la vapeur y était restée piégée pour toujours. Rebecca passa la main sur le tableau de bord. C'était humide, pas mouillé, mais humide. Cette humidité persistante qui ne sèche jamais complètement. Elle prit un tournevis cruciforme de son sac à dos et commença à ouvrir le panneau de commande électronique. Pierre monta derrière elle dans la cabine. « Mademoiselle, ce panneau a déjà été testé 3 fois. Tout fonctionne ?» « Je sais, » répondit Rebecca sans cesser de travailler, « mais « fonctionne » ne signifie pas « va bien ». Quand elle réussit à ouvrir le panneau et à exposer la carte de circuit imprimée qui contrôlait tout le système électronique du tracteur, Pierre vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. La carte était recouverte d'une pellicule blanchâtre, presque imperceptible, qui ressemblait à de la condensation sèche. Rebecca passa son doigt et lui montra. « Vous voyez, c'est une oxydation microscopique formée par l'humidité qui pénètre, se condense sur les composants électroniques, puis s'évapore, laissant des résidus de sels minéraux dissous dans l'eau. Ces résidus s'accumulent sur les pistes de cuivre de la carte, sur les contacts des connecteurs et finalement créent une résistance électrique là où il ne devrait pas y en avoir. » Pierre regarda de plus près, c'était presque invisible, mais c'était là. Et cela provoque des pannes de moteur. Cela provoque des pannes intermittentes dans tout ce qui est électronique. Des capteurs qui lisent mal, des signaux qui n'arrivent pas avec la bonne tension. Des commandes qui se perdent en chemin. Elle referma le panneau et descendit du tracteur. Elle se dirigea alors directement vers le capot, demanda de l'aide pour l'ouvrir, et quand ils réussirent enfin à soulever cette énorme plaque de métal, le moteur Caterpillar C9 apparut devant eux. Bloc de fer gris à 6 cylindres en ligne, turbocompresseur latéral, pompe haute pression, faisceau électrique reliant des capteurs partout. Rebecca ne se dirigea pas directement vers le moteur. Elle commença par les faisceaux électriques, prit un connecteur au hasard, le débrancha et montra les broches de contact à Pierre. Elles étaient recouvertes d'une très fine oxydation verdâtre. Elle prit un autre connecteur, même chose. Un autre, même chose. Tous les connecteurs électriques du moteur avaient cette couche microscopique d'oxydation.
Monsieur Pierre, dit-elle, de cette voix calme de celui qui a enfin percé le mystère, ce tracteur a été fabriqué pour fonctionner au Canada ou aux États-Unis, des endroits où l'humidité relative de l'air est d'environ 50-60%. Ici, en Guyane, nous vivons avec 85-90% d'humidité toute l'année, et cela change tout. Pierre se gratta la tête. Mais l'humidité ne devrait pas affecter un tracteur. Ces machines travaillent sous la pluie, traversent des rivières, restent dehors. Elles travaillent sous la pluie, oui, concéda Rebecca, mais ensuite elles sèchent. Au Canada, quand il arrête de pleuvoir, l'air sèche les choses. Ici, non. Ici, l'humidité ne disparaît jamais. Elle reste, pénètre, se condense, s'évapore, se condense à nouveau. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et chaque fois que l'humidité se condense sur un composant électronique et s'évapore ensuite, elle laisse derrière elle des résidus minéraux qui créent de la résistance électrique, de la corrosion, de l'oxydation. Elle désigna le moteur. Le moteur lui-même est parfait, la transmission est parfaite, le système hydraulique est mécaniquement parfait. Le problème est que tous les capteurs qui indiquent à l'ordinateur comment le moteur doit fonctionner lisent mal à cause de la corrosion sur les contacts. Le capteur de pression du turbo lit qu'il y a moins de pression qu'il n'y en a réellement. Le capteur de température de l'huile lit qu'il fait plus froid qu'il ne fait. Le capteur de position du papillon électronique envoie un signal avec une tension incorrecte et l'ordinateur, recevant ces informations incorrectes, prend de mauvaises décisions. Il coupe le carburant quand il ne devrait pas, augmente l'injection quand ce n'est pas nécessaire, ouvre des valves quand il devrait les fermer, et le résultat est un moteur qui fonctionne mal, non pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il est commandé avec des informations erronées. L'explication faisait sens pour Pierre comme une révélation. Tout commençait à s'éclaircir. C'est pourquoi chaque mécanicien réparait temporairement le problème. Il remplaçait des pièces, nettoyait des connexions, et pendant quelques semaines, tout allait bien, jusqu'à ce que l'humidité fasse à nouveau son travail silencieux, corrodant, oxydant, créant une résistance électrique là où il ne devrait pas y en avoir. Et ce n'est pas tout, continua Rebecca en désignant maintenant le système hydraulique. Les valves solénoïdes, qui contrôlent le flux d'huile hydraulique, sont également électroniques. Quand l'humidité y pénètre, elle crée la même oxydation sur les contacts internes. Résultat, des valves qui n'ouvrent pas complètement, qui ne se ferment pas correctement, qui répondent avec un retard. Cela explique les pannes hydrauliques que vous avez eues. Elle s'accroupit près du châssis et tapota légèrement un joint en caoutchouc qui étanchait une connexion entre les tubes hydrauliques. Et ces joints ici sont faits de caoutchouc nitrile, la norme industrielle. Ils fonctionnent bien dans les climats secs ou tempérés. Mais dans un environnement d'humidité constante et élevée, ce type de caoutchouc se dégrade 3 fois plus vite. Il gonfle, perd son élasticité, commence à laisser passer l'huile. Ce n'est pas une fuite visible, mais c'est une perte de pression interne qui fait que le système hydraulique fonctionne mal. Pierre regarda le tracteur d'un autre œil. Maintenant, 100 000 € dépensés en réparation qui n'avaient jamais attaqué le vrai problème. Alors vous dites qu'aucun mécanicien ne s'est trompé, que le problème n'a jamais été diagnostiqué parce que personne n'a pensé à l'humidité? Exactement, confirma Rebecca. Tous les mécaniciens ont fait leur travail. Ils ont testé les systèmes, trouvé des pièces hors spécification, les ont remplacées. Mais personne ne s'est demandé pourquoi ces pièces sont hors spécification si rapidement. Pourquoi un tracteur qui devrait durer 20 ans tombe en panne en moins d'1 an d'utilisation? La réponse est simple. Il a été conçu pour un environnement complètement différent. Elle essuya la graisse de ses mains sur un vieux chiffon et regarda Pierre droit dans les yeux. « Monsieur Pierre, changer des pièces ne résoudra rien. Vous pouvez dépenser 125 000 € de plus, 250 000 € de plus. Dans quelques mois, le problème reviendra.
Parce que l'ennemi n'est pas une pièce défectueuse. L'ennemi, c'est le climat, c'est l'humidité, c'est la Guyane. Et on ne peut pas lutter contre la Guyane en changeant des pièces. Il faut accepter la Guyane et adapter la machine à elle. Pierre resta silencieux un long moment. Autour d'eux, la scierie terminait son travail, les scies s'arrêtant une par une, les opérateurs se lavant les mains au robinet de la cour, l'odeur de sueur fraîche et de gasoil dans l'air. « Et comment feriez-vous cela » demanda-t-il finalement. Rebecca sourit. C'était la question qu'elle attendait. « Je ne vais pas réparer ce tracteur, monsieur Pierre. Je vais le tropicaliser. » Pierre fronça les sourcils. « Tropicaliser » ? Exactement. Adapter chaque système critique pour fonctionner dans un environnement d'humidité permanente élevée. C'est ce que l'industrie navale fait avec les équipements qui iront sur les navires. C'est ce que l'industrie pétrolière fait avec les machines qui vont sur les plateformes offshore. Et c'est ce que personne n'a fait avec ce Caterpillar, parce que tout le monde pensait qu'un tracteur était un tracteur et qu'il fonctionnerait partout pareil. Elle ouvrit son sac à dos et en sortit un carnet déjà un peu usé, rempli de notes techniques et de schémas. « J'aurai besoin de 5 jours pour faire un projet complet. Je détaillerai chaque modification nécessaire, spécifierai chaque matériau à remplacer, calculerai les coûts et présenterai une proposition formelle. Ensuite, vous déciderez si cela en vaut la peine. » Pierre regarda le tracteur, puis Rebecca, puis le tracteur à nouveau. Il avait vu beaucoup de gens confiants auparavant, mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était du savoir. C'était le genre de certitude qui ne vient que de celui qui a vraiment compris le problème dans toute sa profondeur. « D'accord, dit-il, 5 jours, mais je ne veux pas de promesses en l'air. Je veux un projet technique complet, avec des spécifications, des garanties, tout détaillé. »« Vous l'aurez ?» assura Rebecca. Et pendant les 5 jours suivants, tandis que la scierie continuait de fonctionner normalement et que le Caterpillar restait là, au fond de la cour comme toujours, Rebecca Dubois fit quelque chose qu'aucun des 5 mécaniciens précédents n'avait fait. Elle n'essaya pas de comprendre ce qui était cassé dans le tracteur. Elle essaya de comprendre comment faire fonctionner ce tracteur en Guyane. Et la réponse qu'elle trouva serait bien plus radicale que Pierre Leclerc n'aurait jamais imaginé. 5 jours plus tard, un mardi matin, sous ce soleil guyanais qui réchauffe avant même de se lever complètement, Rebecca revint à la scierie Sainte-Hélène, portant une mallette en cuir noir déjà bien usée et un ordinateur portable sous le bras. Pierre Leclerc la reçut dans son bureau, en compagnie de 3 autres associés du consortium qui géraient l'opération. Marc Henry, responsable de la partie financière, Monsieur Dubois, le plus âgé du groupe et propriétaire de la moitié des terres de gestion, et Christine Leroy, ingénieure forestière, qui coordonnait toute l'opération de coupe durable. Rebecca salua tout le monde, ouvrit son ordinateur portable et le connecta au vieux projecteur qu'ils utilisaient pour les réunions. La première image qui apparut sur le mur blanc fut un diagramme technique du Caterpillar 545C. Entrailles exposées, moteur, transmission, système hydraulique, circuits électriques, tout cartographié avec une précision chirurgicale. « Bonjour à tous », commença-t-elle de cette voix tranquille de celui qui sait exactement ce qu'il va dire. « Avant de présenter ma proposition, je dois vous faire comprendre une chose fondamentale. Votre Caterpillar n'est pas en panne, il n'a jamais été en panne. Ce qui s'est passé est une erreur de conception au moment de l'achat. Vous avez acheté une machine conçue pour l'hémisphère nord et vous avez essayé de la faire fonctionner au cœur de la Guyane. C'est comme essayer d'utiliser un manteau de laine au milieu du désert. Le manteau est excellent, mais il n'a pas été fait pour cela. » Marc-Henri, le financier, croisa les bras avec cette posture de celui qui a déjà entendu beaucoup de promesses creuses dans sa vie. « Rebecca, avec tout le respect que je vous dois, nous avons déjà dépensé plus de 100 000 € avec les meilleurs mécaniciens de la région. Chacun a dit avoir trouvé le problème, et chacun l'a résolu temporairement. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez faire différemment ?
Rebecca changea de diapositive. Apparurent maintenant des photos microscopiques de composants électroniques recouverts de cette oxydation blanchâtre qu'elle avait montrée à Pierre. Parce qu'aucun d'eux n'a attaqué la cause profonde. Tous ont attaqué les symptômes. C'est la différence entre donner un remède contre la fièvre et guérir l'infection qui cause la fièvre. Vous avez guéri la fièvre plusieurs fois. Je vais guérir l'infection. Elle avança vers la diapositive suivante qui montrait des données climatiques comparatives. Cayenne a une humidité relative moyenne de 87% toute l'année et Kourou est encore pire, 92%. Pour comparer, Détroit, où ce tracteur a été conçu, a une moyenne de 63%. Vancouver, au Canada, où ces skiders travaillent dans les forêts de pins, à 58%. Cette différence de 30 à 35 points de pourcentage d'humidité semble peu de choses. Mais en pratique, cela signifie que chaque composant électronique, chaque joint en caoutchouc, chaque point de contact métallique de votre tracteur est exposé à 3 fois plus de condensation par an que ce que les ingénieurs de Caterpillar avaient prévu lors de la conception de la machine. Monsieur Dubois, qui était resté silencieux jusqu'alors, mâchant un cure-dent, se pencha en avant. « Mademoiselle, je travaille le bois depuis 40 ans. J'ai vu des tracteurs de toutes marques travailler dans cette humidité. Pourquoi seul le nôtre a eu des problèmes? Parce que les autres n'ont pas le niveau d'électronique que le Caterpillar 545C a, répondit Rebecca sans hésiter. Un tracteur national simple a une demi-douzaine de capteurs et de circuits de base. Votre skidder a 53 capteurs différents, 7 modules électroniques indépendants, un système d'injection électronique haute pression contrôlé par ordinateur, une transmission avec des changements commandés par des solénoïdes électroniques. Plus l'équipement est sophistiqué, plus il est vulnérable à l'humidité quand il n'y a pas été préparé. Christine Leroy, l'ingénieure forestière qui avait tout suivi avec attention, posa la question que tout le monde avait en tête. « Et quelle est votre proposition exactement ?» Rebecca prit une profonde inspiration. C'était le moment. Tropicalisation complète. Je vais repenser l'interface de chaque système critique du tracteur, spécifiquement pour un environnement d'humidité permanente élevée. Je ne vais pas changer le moteur. Je ne vais pas changer la transmission. Je vais modifier la façon dont ces systèmes se protègent de l'environnement. Elle passa à la diapositive suivante qui montrait le projet détaillé en 5 étapes principales. Première modification. Revêtement de tous les composants électroniques avec une résine époxy de qualité militaire. C'est le même matériau que la marine américaine utilise pour les équipements de sous-marins. Je vais démonter chaque module électronique, chaque capteur, chaque connecteur, et appliquer une couche protectrice de résine qui empêche l'humidité de pénétrer dans les circuits. Cela n'affectera pas le fonctionnement, mais créera une barrière permanente contre la condensation. Marc-Henri notait tout sur un petit bloc-notes, fronçant les sourcils. Deuxième modification, remplacement total des joints. Tous les joints en caoutchouc nitrile qui existent dans le système hydraulique seront remplacés par des joints en Viton, un élastomère fluoré utilisé dans les applications offshore. Le Viton résiste à la dégradation par l'humidité 10 fois mieux que le caoutchouc conventionnel. Il coûte 3 fois plus cher, mais dure 5 fois plus longtemps. Monsieur Dubois siffla doucement. Troisième modification, et celle-ci est cruciale. Installation d'un système de déshumidification active dans la cabine. Je vais installer un déshumidificateur électronique qui fonctionne avec la batterie du tracteur, même lorsqu'il est éteint. Ce système maintiendra l'intérieur de la cabine et du compartiment électrique avec une humidité contrôlée en dessous de 50%. C'est le même principe que l'industrie des centres de données utilise. AirSec, composant protégé. Christine se pencha en avant, intéressée. Quatrième modification, traitement anti-corrosion par électrodéposition sur toutes les pièces métalliques exposées. Je vais démonter les connexions, les colliers, les supports, tout ce qui est en métal exposé et le faire galvaniser au zinc par un processus industriel.
Ensuite, j'appliquerai une couche d'après époxy et de peinture polyuréthane haute résistance. Le métal sera protégé comme de l'inox. Pierre se souvenait de chaque pièce rouillée qu'il avait vue sur le tracteur, de chaque point de corrosion qui semblait impossible à éviter. Et cinquième modification, remplacement de tout le câblage électrique conventionnel par des câbles nautiques à double isolation. Ce sont les mêmes câbles utilisés sur les bateaux et les navires. Ils ont une couche interne d'isolation en silicone et une couche externe en PVC marin. Même si l'humidité pénètre la couche externe, l'interne continue de protéger le conducteur de cuivre. Rebecca fit une pause et laissa les informations s'assimiler un instant. Le bureau était silencieux. Seul le bruit du vieux ventilateur tournant au plafond et le son lointain des scies travaillant dehors. « Combien de temps ?» demanda Pierre. « 45 jours de travail intensif. J'aurai besoin de 2 bons assistants en mécanique lourde, d'un soudeur certifié et d'un accès à un atelier couvert où je pourrai démonter le tracteur complètement, sans que la pluie ne me dérange. Et combien cela va-t-il coûter ?» Marc-Henri alla droit au but qui faisait le plus mal. Rebecca passa à la dernière diapositive. La somme était là, grande, impossible à ignorer. 45 000 €, incluant le matériel, la main-d'œuvre, les tests finaux et la certification. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. On pouvait sentir la tension dans l'air. 45 000 € était une somme considérable, surtout à investir sur une machine qui avait déjà englouti plus de 100 000 € sans résultat. Marc-Henri fut le premier à parler, et sa voix avait ce ton de celui qui a déjà pris sa décision avant même d'ouvrir la bouche. « Non, désolé Rebecca, mais non. Nous avons déjà perdu trop d'argent avec cette machine. 45 000 € représentent près de 20% du prix d'un tracteur neuf. Cela n'a aucun sens financier. » Monsieur Dubois acquiesça. La demoiselle sait de quoi elle parle, je n'en doute pas. Mais c'est trop d'argent à parier sur une idée. Rebecca s'attendait à cette réaction. Elle ferma son ordinateur portable et les regarda chacun avec cette gravité qui vient de celui qui est absolument certain de ce qu'il dit. « Je comprends votre hésitation. Je la comprends parfaitement. C'est pourquoi je vais vous faire une proposition qu'aucun des autres mécaniciens n'a faite. J'assume le risque. Si dans 3 ans, le tracteur tombe en panne pour les mêmes raisons liées à l'humidité, je vous rembourse la totalité du montant investi. 45 000 € corrigés de l'inflation. J'engage ma maison en garantie. Je signe un contrat notarié. » Le silence revint, mais maintenant c'était différent. C'était le silence de celui qui vient d'entendre quelque chose qui a complètement changé la donne. Pierre la regarda avec un mélange de surprise et de respect. « Vous offrez une garantie totale de 3 ans avec remboursement de l'argent en cas de panne ?»« Oui, parce que je ne parie pas, monsieur Pierre. J'en suis certaine. J'ai passé les 5 derniers jours à calculer chaque variable, chaque point de défaillance possible, chaque marge d'erreur. Ce projet fonctionnera, et si je n'en étais pas absolument certaine, je ne mettrais jamais ma maison en jeu. » Christine Leroy, qui avait tout observé en silence, parla enfin. Elle a raison dans son diagnostic. J'ai lu des articles sur les problèmes d'équipement importés en Guyane. Le facteur humidité est réel, et si elle est prête à prendre ce risque... Marc-Henri était toujours sceptique, mais l'offre de garantie avait tout changé. Le risque n'était plus seulement le leur. La discussion s'étendit sur 1 heure. Ils se rendirent à la salle de réunion, firent des calculs, simulèrent des scénarios. Si le tracteur recommençait à fonctionner, ils récupéreraient leurs pertes en moins d'1 an. S'ils tombaient en panne, ils récupéreraient leur argent. C'était pratiquement un pari sans risque. Rebecca serra la main de chacun d'eux. « Vous pouvez commencer à préparer l'atelier couvert. Je reviens demain matin avec l'équipe et les premiers outils. » Quand elle sortit du bureau, Pierre regarda par la fenêtre tandis qu'elle traversait la cour en direction du parking. Marc s'approcha de lui. « Vous pensez qu'elle va y arriver ?» Pierre continua de regarder, voyant Rebecca s'arrêter un instant devant le Caterpillar abandonné, poser sa main sur le capot rouillé comme si elle faisait une promesse silencieuse. « Vous savez quoi, Marc ?
J'ai vu beaucoup de mécaniciens confiants dans ma vie, mais je n'en ai jamais vu un seul engager sa maison en garantie. Soit elle est folle, soit elle sait exactement ce qu'elle fait. Et le lendemain, quand le soleil se leva sur Kourou, doré sur le fleuve guyanais, Rebecca Dubois arriva à la scierie conduisant une vieille camionnette chargée d'outils, accompagnée de 2 mécaniciens qui avaient travaillé avec elle auparavant, et commença la plus grande chirurgie mécanique que ce tracteur ait jamais vue. Le Caterpillar 545C allait enfin recevoir le traitement qu'il aurait dû recevoir dès le premier jour. Il allait être transformé en une machine guyanaise. L'atelier couvert de la scierie Sainte-Hélène n'avait jamais vu un travail pareil. Rebecca et ses 2 assistants, Florian, un jeune homme de 22 ans qui avait appris la mécanique en réparant des moteurs de bateaux sur le fleuve, et Jonas, un homme d'une 40aine d'années, avec des mains énormes et une précision chirurgicale avec n'importe quel outil, commencèrent le travail un lundi matin de bonne heure, alors que la brume couvrait encore le fleuve et que les oiseaux chantaient dans les arbres autour de la cour. La première étape fut de laver le Caterpillar complètement. Pas un lavage rapide au jet d'eau sous pression, non. Rebecca tint à utiliser un détergent neutre, des brosses à poils doux et à passer un chiffon sec sur chaque centimètre de la machine. Elle avait besoin de voir chaque point de corrosion, chaque connexion compromise, chaque endroit où l'humidité avait fait son travail silencieux de destruction. Il fallut 3 jours juste pour le nettoyer. Quand enfin le tracteur fut étincelant, ou du moins aussi propre qu'une machine immobilisée depuis 10 ans pouvait l'être, le démontage commença pour de bon. Et c'est là que les gens de la scierie commencèrent à comprendre que ce n'était pas une réparation ordinaire. C'était quelque chose de complètement différent. Rebecca ne changeait pas des pièces défectueuses, elle démontait le tracteur entier, système par système, comme si elle faisait l'autopsie d'un être vivant. Le capot fut retiré et placé sur des tréteaux. Le moteur ne fut pas touché en interne, mais tous les capteurs furent dévissés un par un. Chaque capteur de température, chaque capteur de pression, chaque capteur de rotation fut catalogué, étiqueté avec du ruban adhésif, numéroté et placé sur un établi séparé. Pierre Leclerc passait par l'atelier tous les jours pour voir les progrès. Le 5e jour, il trouva Rebecca assise sur un tabouret, une loupe de bijoutier sur le front, nettoyant les bornes d'un capteur de pression du turbo avec de l'alcool isopropylique et un pinceau minuscule. Cela ressemblait à un travail d'horloger, pas de mécanicien. « Comment ça va ?» demanda-t-il. Rebecca leva la tête, retira la loupe et lui montra le capteur. Vous voyez ces 3 broches de contact ici? Elles sont recouvertes d'une couche d'oxyde de cuivre si fine qu'elle est à peine visible à l'œil nu. Mais cette couche augmente la résistance électrique de 15%. 15%, c'est suffisant pour que le signal arrive à l'ordinateur avec une tension erronée et le fasse prendre de mauvaises décisions sur la quantité de carburant à injecter. Pierre regarda de plus près. Effectivement, si l'on savait quoi chercher, on pouvait voir une pellicule verdâtre, très claire sur les broches dorées. Et vous allez nettoyer tous les capteurs comme ça? Les 53, un par un? Après, je plongerai chacun dans une résine époxy à durcissement lent qui pénétrera chaque micro-espace du composant et créera une barrière permanente contre l'humidité. Quand cette résine aura complètement durci, ces capteurs pourront être immergés dans l'eau sans problème. Pendant que Rebecca s'occupait de l'électronique, Florian et Jonas travaillaient sur le système hydraulique. Tous les tuyaux furent déconnectés, toutes les connexions furent ouvertes et chaque goutte d'huile hydraulique fut drainée. Le réservoir fut retiré, nettoyé avec un solvant industriel et laissé sécher complètement avant de recevoir un traitement interne avec de la peinture époxy. Les valves solénoïdes qui contrôlaient le flux hydraulique furent entièrement démontées. Jonas, avec ses mains gigantesques qui semblaient incapables de délicatesse, séparait des ressorts minuscules, des pistons de la taille de pile AA et des joints en caoutchouc plus fins que du papier de soie. Chaque pièce était nettoyée, examinée à la loupe, et celle qui montrait le moindre signe d'usure était remplacée. Celui-ci est fissuré,
montra Jonas à Rebecca un joint en caoutchouc qui semblait parfait à l'œil nu. Mais quand il le plia à la lumière, on pouvait voir des micro-fissures à la surface. « C'est une dégradation par l'ozone », expliqua Rebecca. « Quand le caoutchouc nitrile est exposé à une humidité élevée, il absorbe l'oxygène de l'air et le matériau commence à se désagréger au niveau moléculaire. Remplacez toutes celles qui ont ce motif. Nous utiliserons du Viton désormais. » La deuxième semaine, le système électrique commença à être refait. Des kilomètres de fils furent retirés. Pas tous, seulement ceux qui étaient dans des zones critiques exposées à l'humidité. Florian avait un talent particulier pour le travail électrique, des doigts fins, une patience infinie, et ce fut lui qui fit la majeure partie du remplacement des câbles. Les câbles nautiques que Rebecca avait spécifiés étaient très différents des fils conventionnels. Ils étaient plus épais, plus lourds, avec une double isolation que l'on pouvait sentir au toucher. Chaque connexion était faite avec des bornes en laiton nickelé qui étaient serties avec un outil spécial et ensuite scellées avec une gaine thermo-rétractable résistante à l'huile et à l'eau. « Ça, c'est de l'exagération », commenta Florian en scellant la 10e connexion consécutive avec le même soin obsessionnel. C'est de l'exagération, en effet, concéda Rebecca, mais c'est une exagération nécessaire. Nous préparons ce tracteur à survivre dans l'environnement le plus hostile possible pour l'électronique. Chacune de ces connexions doit être à l'épreuve des pannes. La 3e semaine, les pièces métalliques qui avaient été envoyées pour la galvanisation à Cayenne revinrent étincelantes, recouvertes d'une couche uniforme de zinc qui brillait sous la lumière fluorescente de l'atelier. Support, collier, connexion, tout ce qui était en métal exposé avait été traité. Rebecca inspecta chaque pièce personnellement avant d'autoriser l'installation. Le système de déshumidification fut installé la 4e semaine. C'était un ensemble compact de déshumidificateurs électroniques installés sous le siège de l'opérateur, connectés directement à la batterie du tracteur via un système intelligent qui s'activait automatiquement lorsque l'humidité interne dépassait 50%. L'air déshumidifié était dirigé par de fines conduites vers le compartiment des modules électroniques. « Ça ressemble à de la science-fiction », commenta Jonas lorsqu'ils virent le système fonctionner pour la première fois, aspirant l'humidité de l'air et accumulant de l'eau dans un minuscule réservoir qui devait être vidé tous les 2 jours. C'est une technologie de centre de données adaptée à un usage automobile, expliqua Rebecca. Ça coûte cher, mais ça fonctionne. Le 30e jour, le tracteur était presque entièrement remonté, mais Rebecca ne se pressait pas. Chaque vis était serrée avec une clé dynamométrique à la spécification exacte. Chaque connexion électrique était testée avec un multimètre avant d'être fermée. Chaque ligne hydraulique était mise sous pression et vérifiée pour les fuites avant de passer au système suivant. Pierre passait presque tous les jours pour voir les progrès. D'autres travailleurs de la scierie aussi. C'était devenu presque une attraction. Le tracteur que personne n'avait pu réparer, étant transformé peu à peu par une jeune ingénieure qui travaillait avec la précision d'un horloger et la détermination de quelqu'un qui avait mis sa propre maison en jeu. La 5e semaine, Rebecca commença les tests préliminaires, connecta un ordinateur portable au port de diagnostic du tracteur et vérifia système par système. Chaque capteur était interrogé, chaque réponse était comparée aux valeurs d'usine. Quand un capteur lisait hors spécification, elle le démontait, le nettoyait à nouveau, réappliquait la résine et testait à nouveau. « Trop de perfectionnisme », grommela Marc-Henri quand il apprit que Rebecca avait refait une connexion électrique 3 fois parce que la résistance était 2 ohms au-dessus de l'idéal. « Ce n'est pas du perfectionnisme », défendit Christine Leroy, « c'est du professionnalisme. Elle sait qu'elle n'aura pas de 2e chance. » Le 42e jour, Rebecca dit enfin qu'elle était prête à démarrer. Mais avant cela, elle tint à tout vérifier une fois de plus. Chaque connexion, chaque capteur, chaque ligne hydraulique, chaque câble électrique. Cela prit 2 jours complets, juste pour la révision. Et puis,
Un vendredi matin, 46 jours après le début du travail, avec la moitié des employés de la scierie arrêtés autour de l'atelier, Rebecca monta dans la cabine du Caterpillar 545C. La cabine était différente. Elle sentait le neuf. Les panneaux brillaient. Le siège avait été restauré, les vitres étaient cristallines. Et quand elle tourna la clé de contact, on entendit un clic métallique. Puis, le démarreur commença à tourner, et alors le moteur Caterpillar C9 se réveilla. Non pas avec ce ronflement défaillant et étouffé que tous se rappelaient, non pas avec des vibrations irrégulières ou de la fumée noire sortant de l'échappement. Le moteur se réveilla avec un rugissement profond, régulier, puissant. 360 chevaux de pure puissance mécanique, fonctionnant exactement comme les ingénieurs de Caterpillar l'avaient conçu 10 ans auparavant à Détroit. Rebecca laissa le moteur chauffer, observant chaque indicateur du tableau de bord. Température de l'huile montant progressivement jusqu'à la zone verte. Pression hydraulique stable, tension de la batterie parfaite, régime de ralenti absolument constant. Elle passa la transmission en première et relâcha doucement l'embrayage. Le tracteur avança, sans hésitation, sans à-coups, avec une douceur surprenante pour une machine de 40 tonnes. Dehors, les gens applaudirent, mais Rebecca ne sortit pas encore de la cabine. Elle testa chaque vitesse, testa le treuil hydraulique, testa la lame avant, testa les freins, testa tout et tout fonctionna parfaitement. Ce n'est qu'alors qu'elle éteignit le moteur, descendit de la cabine et fit face à Pierre Leclerc avec un sourire fatigué, mais absolument confiant. « Il est prêt. Maintenant, nous allons le tester pour de vrai dans la forêt. » Le véritable test eut lieu un lundi matin qui se leva avec cette fine pluie guyanaise qui ne s'arrête jamais, ne faisant que changer d'intensité. C'était exactement le genre de conditions qui avait vaincu le Caterpillar tant de fois auparavant. Humidité à 100%, eau dans l'air, eau au sol, eau partout. Rebecca conduisit personnellement le skidder jusqu'à la zone de gestion forestière, à 12 km de la scierie, par un chemin de terre rouge qui s'était transformé en bourbier. Pierre Leclerc suivait dans une camionnette accompagné de Christine Leroy et de 3 autres opérateurs expérimentés qui connaissaient chaque limite de cette machine, ou du moins pensaient les connaître. Quand ils arrivèrent à la clairière où se trouvaient les grumes fraîchement coupées en attente de transport, Pierre descendit de la camionnette et regarda Rebecca avec cette expression de celui qui ne croyait pas encore complètement ce qu'il voyait. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça maintenant, avec cette pluie ?» Rebecca ajusta la casquette qu'elle portait pour protéger ses yeux du crachin et sourit. « Monsieur Pierre, si ce tracteur ne fonctionne pas maintenant avec toute cette humidité, alors il ne fonctionne pas du tout. C'est précisément dans ces conditions qu'il a toujours échoué auparavant. S'il passe ça, il passe tout. » Elle monta dans la cabine et actionna le treuil hydraulique. Le câble d'acier commença à se dérouler avec une précision mécanique parfaite, sans hésitation, sans cette lenteur irrégulière qui se produisait habituellement lorsque les vannes solénoïdes défaillaient. L'un des opérateurs engagea le câble sur une pile de 6 grumes de Kumaru qui pesaient ensemble près de 15 tonnes. Rebecca tira le levier du treuil. Le système hydraulique répondit instantanément. Le câble se tendit, les grumes commencèrent à bouger dans la boue et le Caterpillar tira tout ce poids, comme si de rien n'était, montant une pente de 10 degrés sans que le moteur ne bronche. « Mon Dieu !» murmura l'un des opérateurs. « Je n'ai jamais vu ce tracteur tirer comme ça. » Pendant 4 heures consécutives, sous une pluie intermittente, Rebecca fit travailler le skidder pour de bon, tirant de lourdes charges, traversant des passages inondés où l'eau atteignait le milieu des roues, montant des pentes boueuses qui feraient patiner tout autre équipement. Et le tracteur ne tomba pas en panne une seule fois. Le moteur maintenait une puissance constante. Le système hydraulique répondait avec une précision chirurgicale. La transmission PowerShift changeait les vitesses en douceur, même sous charge.
Quand Rebecca éteignit enfin le moteur et descendit de la cabine, elle était trempée de pluie et de sueur, mais elle avait dans les yeux cette étincelle de celui qui vient de prouver quelque chose que tout le monde doutait être possible. Pierre s'approcha d'elle, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il souriait. Ce n'était pas un sourire poli, non. C'était un vrai sourire, de ceux qui viennent du fond du cœur quand on voit quelque chose qui semblait impossible se produire juste sous nos yeux. « Vous avez réussi » dit-il simplement. « Vous avez vraiment réussi. » Dans les jours qui suivirent, le Caterpillar 545C reprit son travail pour de bon. Il fut intégré à l'exploitation normale de la scierie, tirant des grumes de la forêt tous les jours, travaillant les mêmes 8 à 10 heures quotidiennes que tout autre équipement. Et il ne tomba pas en panne. La première semaine passa, pas de panne. Le premier mois passa, pas de panne. Le moteur maintenait sa puissance. Le système hydraulique répondait parfaitement. Les capteurs lisaient correctement. Tout fonctionnait exactement comme il le devait. 3 mois après le test en forêt, Pierre Leclerc rappela Rebecca pour une réunion. Quand elle arriva, elle trouva non seulement les associés du consortium, mais aussi 5 autres entrepreneurs, propriétaires de scieries de la région, qui avaient entendu parler du miracle qui s'était produit à Sainte-Hélène. « Rebecca » commença Pierre, et il y avait une fierté dans sa voix qu'il ne pouvait dissimuler. Les gens ici ont des équipements importés qui posent problème. Des tracteurs John Deere, des moissonneuses-batteuses Case, des chargeuses Volvo. Tous ont acheté des machines chères, pensant qu'elles fonctionneraient bien, et tous rencontrent les mêmes problèmes que nous avons eus. Accepteriez-vous de faire le même travail de tropicalisation pour eux? Rebecca regarda chacun de ces hommes. Elle voyait le désespoir sur leur visage et comprit que ce qu'elle avait fait n'était pas seulement réparer un tracteur. Elle avait découvert la solution à un problème qui affectait toute l'industrie forestière de la Guyane. « J'accepte, » dit-elle, « mais j'aurai besoin d'un atelier plus grand et de plus de personnel formé. » La scierie Sainte-Hélène céda un hangar entier. Rebecca embaucha Florian et Jonas à plein temps et commença à former 3 autres mécaniciens aux procédures de tropicalisation. En 6 mois, ils avaient adapté 12 machines différentes. En 1 an, 28. Chaque équipement qui passait entre ses mains recommençait à fonctionner parfaitement. Et, plus important encore, continuait de fonctionner. La réputation de Rebecca s'est étendue. Des entreprises minières commencèrent à la solliciter pour tropicaliser des excavatrices travaillant dans des zones inondées. Des compagnies de construction voulaient adapter des rétrocaveuses opérant sur les rives du fleuve. La Total Energies envoya des représentants pour lui demander si elle pouvait appliquer les mêmes principes à des générateurs diesel situés dans des installations éloignées de la jungle. Mais Rebecca n'oublia jamais où tout avait commencé. 3 ans après ce jour pluvieux dans la forêt, par un après-midi clair de ciel bleu et cette chaleur guyanaise qui fait coller la peau aux vêtements, elle retourna à la scierie Sainte-Hélène. Le Caterpillar 545C était là dans la cour, fraîchement lavé, étincelant sous le soleil, prêt à commencer un autre quart de travail. Elle monta dans la cabine, passa la main sur le tableau de bord, le même panneau qui 3 ans auparavant était couvert de moisissures et d'oxydation, et sentit une profonde gratitude pour tout ce que cette machine lui avait appris. Pierre apparut à l'extérieur et frappa à la porte de la cabine. « Vous êtes venu visiter le patient ?» plaisanta-t-il. « Je suis venu voir comment il va. 3 ans. La garantie est expirée aujourd'hui. Et vous êtes inquiète ?» demanda Pierre, connaissant déjà la réponse. Rebecca secoua la tête. « Non, ce tracteur va travailler pendant les 15 prochaines années sans problème, à condition qu'il fasse l'entretien préventif que j'ai spécifié. » Pierre resta silencieux un instant, regardant cette machine jaune qui avait été la ruine financière de l'entreprise et qui était maintenant l'équipement le plus fiable qu'il possédait. « Vous savez, Rebecca, quand vous êtes apparue ici il y a 3 ans, j'ai pensé que vous étiez folle ou naïve. Personne ne mettrait sa maison en garantie d'un travail à moins que ce ne soit l'un ou l'autre. Et maintenant ?» demanda-t-elle.
Maintenant, je sais que vous n'étiez ni folle ni naïve. Vous saviez simplement quelque chose que personne d'autre ne savait. Et vous avez eu le courage de parier là-dessus. Rebecca descendit de la cabine et resta là, immobile devant le Caterpillar, le soleil frappant son dos et l'odeur de gasoil dans l'air. Vous savez quel a été le plus grand enseignement de tout ce travail, monsieur Pierre? Ce n'était pas sur les moteurs, l'hydraulique ou l'électronique, c'était sur l'adaptation. Tout le monde essaye de forcer les choses à fonctionner comme elles ont été conçues à l'origine, même lorsque l'environnement a complètement changé. Mais on ne vit pas en laboratoire, on vit en Guyane. Et en Guyane, soit on s'adapte, soit on périt. Elle regarda le tracteur une fois de plus, et il y avait une tendresse dans son regard. La même tendresse que quelqu'un a pour quelque chose qui l'a sauvé, qui l'a ramené à la vie. Ce tracteur n'avait pas besoin d'être réparé, il avait besoin d'apprendre à vivre ici. Et maintenant, il sait. Cette nuit-là, tandis que Rebecca reprenait la route vers Cayenne, par la route qui longeait le fleuve, elle pensa à toutes les machines qui étaient encore là, tombant en panne, frustrant leurs propriétaires, étant déclarées défectueuses, alors qu'en réalité, elles avaient juste besoin d'être comprises dans le contexte où elles essayaient de fonctionner. Le Caterpillar 545C de la scierie Sainte-Hélène n'était plus seulement un tracteur. C'était la preuve vivante que parfois, le problème n'est pas dans la machine. Il est dans l'attente qu'elle fonctionne dans un monde pour lequel elle n'a pas été préparée et qu'avec la connaissance, le dévouement et le courage de prendre des risques, n'importe quelle machine peut être enseignée à survivre même dans l'endroit le plus hostile de la Terre. Jusqu'à aujourd'hui, 7 ans après la tropicalisation, le skideur jaune continue de travailler, tirant des grumes de la forêt tous les jours, sans panne, sans problème, sans plainte. Une machine qui a finalement appris à respirer l'air de la Guyane et qui n'a jamais oublié comment faire.